Bonjour. Le drame est partout car il est dans l'homme qui le recrée sans cesse. Non pas à plaisir, comme pourrait être tenté de le penser une réflexion superficielle, mais en fonction d'un fatal conditionnement, d'une fatalité inscrite au plus profond de l'humain vivant. Jung écrit ces mots il y a environ un siècle. On pourrait le reprendre tel quel aujourd'hui. Qu'est-ce que la réalité ? On peut d'abord considérer la réalité comme la réalité matérielle, des faits, des situations, des événements, tout ce qui renvoie aux actions et à toutes les dimensions de la vie, au social, à l'environnement, les sciences, les techniques, à ce qui est concret, ce qui est de l'ordre des constats, ce qu'on peut observer. Une objectivité, mais une dimension de réalité qui est quand même à investiguer puisqu'on ne maîtrise pas tout de cette réalité. Par contre, on peut se mettre d'accord, en partager ce qu'elle est et renvoyer une certaine impartialité une fois qu'on est arrivé à cet accord, qui souvent repose sur la dimension de quantité et de quantifiable. On peut mesurer cette réalité matérielle des objets, des sujets, tout l'ensemble du monde, de l'univers. On est dans l'espace-temps et dans le domaine de la causalité, c'est le monde de l'extériorité. Dans cette réalité matérielle, il y a évidemment beaucoup d'inconnus. Nous maîtrisons un peu du passé, du présent, mais l'avenir est inconnu et les conditions dans lesquelles se passe cette réalité matérielle nous sont inconnues. Il y a aussi des dimensions d'inconnaissables, de choses que nous ne pourrons pas connaître, que nous ne pourrons jamais connaître. Alors bien sûr, les sciences font reculer ces dimensions d'inconnaissables. Sur l'aspect de causalité, cette causalité elle est à notre dimension de monde macro, celui que nous connaissons, mais dès qu'on passe sur de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, on n'est plus dans la causalité, on est dans la relativité avec Einstein, etc. Bon, ce qui nous intéresse, c'est cette dimension de causalité dans cette dimension d'extériorité. Jung va se positionner très rapidement en dénonçant l'unilatéralité de cette posture matérialiste. Il est convaincu que le sujet se constitue par différenciation d'avec l'objet, mais en lien avec l'extériorité. Il n'y a pas de dualisme chez Jung. Il y a un lien entre la réalité matérielle et ce qu'on va appeler une réalité intellectuelle. Par rapport aux faits, nous avons des opinions. Par rapport aux situations, nous avons des interprétations, nous avons des évidences intérieures. Nous sommes dans le domaine de cette réalité intellectuelle du langage, de la réflexion, par rapport à l'action, de représentation que nous nous faisons du réel, tel que je le définissais en tant que réalité matérielle. C'est le monde des idées, du jugement, de l'analyse. On était dans le concret, on passe dans l'abstrait, dans la pensée, et dans une autre dimension qui est celle d'imagination et de subjectivité. On était dans l'objectivité, on passe à une subjectivité puisque nous assumons ce regard personnel que nous portons sur la réalité matérielle, avec des difficultés qui sont celles liées au langage, de généralisation, on sait toujours, ils sont comme ça, c'est comme ceci, de réduction, puisque dès qu'on va parler, on n'est plus en train de décrire exactement la réalité, mais simplement un aspect très superficiel. La réalité intellectuelle réduit la réalité matérielle. On a aussi des dimensions de préjugés, d'arguments, en fonction de ses propres points de vue. Les arguments sont très importants pour construire son discours, mais les préjugés vont asseoir les façons dont nous pensons et ne vont pas faciliter toujours les échanges. Un autre aspect de cette réalité intellectuelle liée au langage, c'est la performativité, c'est-à-dire qu'en parlant, la façon dont nous parlons, nous générons une forme de réel où nous impactons le réel. Nous ne sommes pas seulement en train de le dénommer, de le nommer, mais nous allons générer et engendrer une réalité en nommant les choses d'une certaine façon, qui n'est pas forcément en adéquation avec la réalité. On est dans l'univers de la raison, de la logique. Dans l'espace-temps, la réalité matérielle, on est dans l'ordre de la causalité, dans ce qui nous intéresse dans l'action. Dans la réalité intellectuelle, on est dans l'ordre de la logique. Ce qui compte, c'est d'exprimer des choses qui soient logiquement enchaînées et qui semblent logiques au regard de la raison. C'est à partir de cette dimension que le moi se constitue, que le sujet en tant que moi se constitue sur cette dimension de réalité intellectuelle. Le moi s'appréhende à travers le langage et la réalité intellectuelle fonde le moi, même si bien sûr moi en tant que corps, je suis aussi dans la réalité matérielle. Jung est un penseur de l'intériorité comme réalité. L'intériorité n'est pas quelque chose de farfelu, de mystique, d'ésotérique, c'est une réalité et c'est la réalité à partir de laquelle nous parlons et nous vivons. Même si nous vivons dans le monde et avec le monde et en lien avec le monde matériel.
Le moi qui se constitue dans cette réalité intellectuelle, on peut se poser la question de ce qu'il a compris, de ce qu'il comprend lui-même du réel, du monde dans lequel il est, de ce qu'il a intégré, c'est-à-dire de ce qu'il a intériorisé à partir de son expérience, qu'il a oublié mais qui le constitue maintenant. C'est très important parce que même s'il l'a oublié, le fait qu'il l'ait intégré fait qu'il est devenu cela. Et il y a effectivement des choses qui sont oubliées, c'est-à-dire des choses qu'on devrait savoir, des connaissances, mais que nous ne savons pas. Je ne parle pas de l'ignorance, mais déjà de ces trois dimensions du compris, de l'intégré et de l'oublier. Ce qui nous renvoie à un niveau de conscience. Jung ne pense l'inconscient qu'en rapport avec la conscience. Et l'enjeu aujourd'hui, dans l'individuation, il est bien de cette conscience et du niveau de conscience que nous pouvons avoir. En approfondissant la dimension du moi, nous allons vers la réalité émotionnelle. C'est tous les sentiments que nous pouvons éprouver, qui renvoient à nos ressentis, à notre vécu. Le vécu en tant qu'incarné, à notre expérience en tant que pratiqué et ressenti intérieurement. Ça renvoie à des passions, à une immédiateté, à une intimité intérieure qui transparaît ou qui ne transparaît pas. Des dimensions d'amour-propre, de motivation, d'affectivité, réalité matérielle, objectivité, réalité intellectuelle, subjectivité, réalité émotionnelle, affectivité. Nous sommes affectés, c'est le propre de l'être humain, de pouvoir parler en première personne et d'être affecté, d'éprouver. Les choses sont à éprouver. La sensibilité, des dimensions de séduction, de spontanéité et d'instinct, de pulsion et de désir. On est passé du pense avec le moi au je avec la réalité émotionnelle, dans le sens où là je nomme réalité émotionnelle et ce qui constitue la personne en tant que je. Je parle parce que j'éprouve quelque chose. Donc du pense au je, approfondissement de l'individuation. À partir de ce point-là, on va pouvoir introduire la notion d'inconscient individuel, puisque nous ne sommes pas cause de nous-mêmes, plein de choses que nous faisons nous échappent. L'inconscient est régulateur. Il va réguler les dimensions de la vie, qui peuvent être déjà physiologiques, on ne réfléchit pas à tout ce qui se passe dans notre corps. Compensateur par rapport à des actions conscientes que nous posons, mais qui nécessitent des réajustements. Donc là, il y a une dimension de régulation, d'autorégulation et de compensation par rapport à l'aspect conscient, et de prospectif, parce que dans l'inconscient se prépare déjà ce que nous allons dire ou faire. Nous n'en avons pas conscience, on ne sait pas comment ça va se passer, mais inconsciemment, les choses se préparent. Ce niveau d'inconscient, il est déterminant dans la vie de chaque individu, dans les actes que vont poser tous les individus. Dernière étape dans notre avancement dans cette réflexion sur les niveaux de réalité, que crée et sur quoi repose le processus d'individuation. On approfondit encore l'intériorité pour atteindre une dimension de réalité spirituelle, de symbole. Le symbole est une notion qui fait bien ce lien entre deux aspects. La réalité spirituelle, des codes, des repères, des conventions sociales qui vont structurer une civilisation, une culture, qui donnent le sens de ce que nous faisons. Je suis bien sûr aux dimensions éthiques, morales, mais aussi aux dimensions d'apparat, d'apparence, de dogmes, qui vont constituer des règles intangibles, qui peuvent constituer des règles intangibles, des notions d'honneur, de gloire, donc toutes ces dimensions symboliques qui sont liées à cette dimension de réalité spirituelle, de pouvoir. La dimension de pouvoir va jouer énormément dans la vie, de puissance que l'on peut exercer, qu'on est potentiellement capable d'exercer, grâce à l'argent par exemple, les biens qu'on possède. Ça renvoie à une dimension de sacré. Je parle de sacré comme on pourrait parler aussi de sacré laïque. Il s'agit de considérer qu'il y a des dimensions dans l'existence qui ne sont pas uniquement réductibles au matériel, mais qui font que nous pouvons nous référer à des choses qui dépassent ces dimensions matérielles, qui sont sacrées, séparées, et qui vont guider notre action. Jung n'est pas un idéaliste, il considère que tout ça, ce sont des choses qui sont à rechercher, mais dont il va décrypter l'origine à travers les mythes, la mythologie, la ritualisation de la réalité, les rituels, les rites, les rêves vont nous permettre de nous connecter effectivement à ces dimensions. Et on arrive à cette notion clé chez Jung d'archétype. On peut parler de dimension religieuse aussi, pas dans le sens dogmatique, religieux dans le sens qui a cherché à apporter des éléments de réponse, de compréhension et de structuration pour permettre aux individus d'évoluer. On retrouve l'individuation. On est dans l'universalité du fait humain. Tous les hommes autour de la planète sont hommes, mais une dimension de mystère, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas du tout ni l'origine ni les fins, mais nous avons à vivre dans ce monde-là en nous appuyant sur des valeurs. À ce stade, on peut introduire la notion d'inconscient collectif, puisque tout ce que je viens d'évoquer va être structurant et souvent très peu conscient de la part des individus eux-mêmes. Jung conçoit l'inconscient collectif comme une matrice et même un patrimoine humain par lequel nous pouvons devenir humains.
c'est quelque chose qui nous est collectif, mais que chaque peuple, que chaque pays, que chaque culture va individuer collectivement d'une façon spécifique. On a bien une dimension d'universel au-delà et derrière ces particularismes qui peuvent se développer. Je voudrais revenir sur ces 4 niveaux de réalité que je viens d'évoquer, parce que c'est un découpage qui est peu classique, mais qui est très pratique. J'ai pu l'exploiter avec des milliers de personnes. Tout le monde a très bien compris de quoi je voulais parler quand j'expliquais les choses avec cette grille. Il faut prendre le temps pédagogiquement. Je ne le présente pas d'une façon aussi rapide, mais ça me semble intéressant de témoigner du fait que tout le monde comprend.